Bienvenue à Bibliothèque Médicis. La peine de mort abolie il y a 30 ans, c'était hier. Elle était abolie en France. Et vous en êtes les acteurs à la fois prestigieux et déterminés. J'ai envie de dire constants. Vous, Robert Badinter, associé à François Mitterrand, vous en appliquez la décision. Vos discours à l'Assemblée, ici au Sénat, et les votes d'approbation appartiennent à l'histoire. Mais le combat universel pour l'abolition de la peine de mort continue. Absolument. Pour vous? Oui, et jusqu'à mon dernier souffle. C'est une cause que toute ma vie je soutiendrai. Vous aussi, Paul Lombard. 58 pays n'ont pas encore aboli la peine de mort. Par conséquent, plus que jamais, le combat continue. Oui, si vous le permettez, parce que je veux faire résonner une note plus optimiste que Paul, nous étions le 35e pays à abolir en 1981. 30 ans se sont écoulés. Il y a 194 États aux Nations Unies, 138 sont abolitionnistes. Il y a eu plus de 100 pays abolitionnistes. La nécessité du combat. De continuer. Et vous, Paul Lombard, vous restez marqué, comme Robert Badinter, par l'horreur d'une exécution capitale, celle de Christian Ranucci, que le président Valéry Giscard d'Estaing, à l'époque, vous avez refusé. Il avait refusé de le gracier. Et vous avez vu, vous aussi, comme lui, la guillotine trancher la tête d'un homme et le couper en deux. Vous, Philippe Maurice, dernier condamné à mort en France, vous avez échappé à la guillotine. Votre vie dépendait du vainqueur du 10 mai 1981. Valéry Giscard d'Estaing a révélé plus tard qu'il aurait maintenu la sanction. Et François Mitterrand, élu, vous a accordé sa grâce 4 jours après. On verra le rôle qu'a eu Robert Badinter dès le lendemain de l'élection. Et votre condamnation a été commuée en réclusion criminelle à perpétuité. Quel âge aviez-vous? 24 ans, nous en parlions tout à l'heure. Et quelle a été la durée de votre détention? En tout, 23 ans, à peu près 22. Vous n'êtes pas sorti tout de suite? Loin de là. Non, je suis sorti il y a 11 ans maintenant. Oui. Et vous avez étudié en prison, passé non sans mal un doctorat d'histoire, et aujourd'hui vous êtes un spécialiste reconnu de la famille, de l'histoire, du Moyen-Âge, de la religion et du pouvoir à cette époque. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il est l'image même, Robert Badinter, de l'abolition de la peine de mort? Et lui, c'était sa vie qui se jouait dans l'élection de François Mitterrand. Je le dis brutalement, je considère qu'il n'y avait pas une chance de ne pas être exécuté. Je ne crois pas à ce qu'on dit, il aurait été gracié. Je ne le crois pas. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'époque était aux condamnations à mort. On le sait. On ne sait pas assez d'ailleurs que depuis l'élection de François Mitterrand jusqu'en juin 81, il y a eu 3 condamnations à mort après son élection, 10 dans l'année. Mais aussi parce que quand je suis retourné à Fresnes, devenu cette fois-ci garde des Sceaux, le directeur m'a dit qu'il me connaissait bien. Et je venais voir Philippe Maurice dans sa cellule. Il m'a dit, venez, je vais vous montrer quelque chose. Et nous sommes allés dans une resserre et la guillotine était montée. Par conséquent, il n'a pas besoin de se demander pour qui. Donc ça a été sa vie à lui. Et je me souviens encore de ce que me disait sa mère quand elle venait me voir à ce moment-là et sur combien vous croyez vraiment que François Mitterrand sera élu. Non, c'est pour ça que je suis allé à Fresnes le lendemain matin et que je tenais à le voir. Et vous le raconterez tout à l'heure et vous me direz si vous vous en souvenez, si vous avez cette conversation qui fait de vous, comme on le dit avec Paul Lombard et Robert Badinter, l'image de l'abolition, oui. Mais en revanche, je suis tout à fait d'accord et mes avocats, on était aussi convaincus. Maître Badinter a été mon avocat, mais non intervenant, non plaidant. Et donc, tout le monde était convaincu que je serais exécuté et il n'y avait aucun doute. Et il est vrai que la machine, on l'a fait fonctionner juste à côté de la cour de promenade où j'étais, puisqu'ils l'ont essayé. Bon, c'est...
Vous, Ève Morizzi, à 30 ans, vous avez publié un ouvrage collectif, le Dictionnaire de la mort, chez Larousse, de la peine de mort. Vous avez 2 contributions. Et puis le 6 octobre va paraître chez Gallimard votre Camus contre la peine de mort, tout ce que Albert Camus, si j'ai bien vu, a écrit sur ce qu'il considérait comme la persistance d'une barbarie. Oui, tout à fait. C'est une somme de ses écrits, dont certains sont très connus, comme la scène capitale, enfin le fantasme de la scène capitale qui clôt l'étranger, et puis d'autres textes inédits, surtout des interventions que Camus a rédigées dans l'espoir de sauver des condamnés à mort. Tout au long de sa vie, il a pensé à l'abolition de la peine de mort. Oui, tout à fait. Je pense que c'est un fil rouge de son œuvre et de son action. Vous voulez dire même dans les politique romans, citoyenne. même dans la correspondance, il avait cette sorte d'obsession. Tout à fait. Et on sait pourquoi? Où venait cette conviction de Camus? Bon, on raconte souvent qu'il y a eu une anecdote séminale qui importe dans son combat contre la peine de mort. C'est que son père, dont il savait très peu de choses, car il est mort alors que Camus n'était qu'un enfant, voire un bébé, son père était allé voir un ouvrier agricole se faire exécuter. Cet ouvrier agricole du nom de Pirette avait assassiné une famille en Algérie, et le père de Camus pensait que cette exécution était justifiée. Eh bien, il était revenu chez lui, pris de nausées, il avait vomi, et il n'avait jamais pu parler de ce moment qu'était l'exécution. Il paraît que c'est une exécution en place publique à Oran. On avait fait venir la guillotine. À Oran, ma ville natale, je n'en ai jamais entendu parler. Probablement que cette ville, Oran, préférait oublier ce dont elle avait honte. C'est Robert Badinter qui fait la préface de votre livre, et vous rappelez qu'Albert Camus est, avec Victor Hugo, l'écrivain français qui a joué le plus grand rôle, peut-être, hein, vous êtes d'accord, pour abolir la peine de mort en France. Oui, absolument. Comme Hugo, c'est un parcours sa vie, toute sa vie, depuis le moment où il est adolescent jusqu'à sa mort, comme Hugo exactement. Et comme Hugo, ce qui est moins connu s'agissant de Camus, il a tout au long de sa vie multiplié les démarches et les interventions pour essayer de sauver des communistes espagnols qui allaient être garrottés par Franco, d'autres au Chili ou en Amérique du Sud, et pendant la guerre d'Algérie, constamment. Oui, on en parlera, mais vous auriez pu ajouter aussi la grande Flora Tristan qui fit signer une pétition assez contemporaine dès 1837 contre la peine de mort. Et puis on peut ajouter Jean Jaurès, Gambetta, Clémenceau, on en parlera tout à l'heure. Si je peux me permettre, il y a quelques différences entre Hugo et Camus qui sont quand même qu'il faut souligner, je crois, même si leurs 2 engagements étaient tout à fait parallèles. Camus n'était pas motivé par une croyance ou une idéologie chrétienne qui motivait Hugo très particulièrement. Et en outre, la littérature qu'il a produite concernant la peine de mort n'est pas une littérature qui se veut engagée ouvertement, elle se veut plus subtilement engagée. Il ne croit pas à un art soumis à une ligne politique. Voilà. Paul Lombard, jusqu'en 1981, et depuis un décret de mars 1792, la guillotine, c'est le seul moyen d'exécution en France. Vous voulez dire que c'est un moyen qui a été présenté comme humanitaire. Vous savez, je crois qu'il faut être très clair. Ceux qui n'ont pas assisté à une exécution capitale ne peuvent pas parler de la peine de mort. C'est vraiment indispensable pour être un témoin crédible et valable. Je ne résume ma façon de penser en disant que c'est une horreur et que ceux qui ne l'ont pas vécu ne peuvent le comprendre. Je ne sais pas ce qu'en pense Robert. Non, moi je ne partage pas le sentiment de Paul. Je suis convaincu comme lui que ceux qui ont accompagné quelqu'un à la guillotine savent ce que c'est et se représentent concrètement. Alors, parce que nous ne savons pas. L'engagement abolitionniste, heureusement, il ne peut pas se limiter à ceux qui ont vu fonctionner la guillotine. Quand vous avez dit, voyons le détail, on va avancer. Quand vous avez dit tout à l'heure c'était pour certains un progrès, c'est vrai que c'était un progrès par rapport aux condamnés qu'on brisait par la roue, qu'on écartelait, et que, bien sûr, en place publique, ça un progrès, d'une certaine façon, vous en laisse la responsabilité. Oui, c'est ça, vous allez me condamner. Mais heureusement, la peine de mort avec sursis, rassurez-vous. a disparu, oui, avec sursis. Vous, c'était l'affaire Ranucci, ça a donné lieu
à un livre de Gilles Perrault et un beau film de Michel Drac. Et vous aussi, vous avez écrit pour raconter l'horreur. C'est-à-dire que vous vous souvenez, et est-ce que vous y pensez encore, du petit matin, c'était à Marseille, à la prison des Baumettes, si j'ai bien lu, le matin de l'exécution, un matin sinistre, il était 4h13 ce jour-là. Je m'en souviens, hélas, comme si c'était hier. Voyez-vous, c'était un matin d'horreur, de honte et d'impuissance. D'horreur parce que ces précautions répugnantes, ce déploiement invraisemblable de force pour couper un homme en deux, c'est véritablement insupportable. De honte, pourquoi? Parce que, vraiment, participer à ce genre de cérémonie est décervelant. Participer à ce genre de cérémonie alors que, je tiens à le dire ici, l'avocat général et le président des assises s'étaient fait porter pâle. Et ils ont été remplacés. Ce matin-là. Ce matin-là. Et il y avait simplement Jean-François Le Forcenet et moi, et un troisième personnage dont on n'a peut-être jamais parlé, c'est le juge Michel. Le juge Michel avait été mandaté par son administration pour représenter la justice. Et je dis aujourd'hui que cet homme fut admirable et a véritablement sauvé l'honneur de la justice. J'ai encore présent dans ma main la chaleur de la sienne au moment où l'insupportable intervenait. Insupportable. Et vous vous souvenez des derniers mots que vous a dit Ranucci? Quand j'ai accompagné Ranucci, je me suis aperçu que j'étais nu, en ce sens que nous n'avions plus la possibilité d'essayer de donner ou de prononcer les mots qui calment. Le mensonge nous était interdit. Et il a dit ces mots que je n'oublierai jamais, réhabilitez-moi. Et l'impuissance, pourquoi? L'impuissance parce que tout le monde veut arrêter cette cérémonie insupportable. Et personne n'en a le pouvoir. Je vous assure, je ne souhaite à aucun de mes ennemis d'assister à une pareille cérémonie. C'est le rôle ultime de l'avocat et c'est l'honneur de l'avocat d'être présent. Et Robert Badinter, sûrement qui a vécu, hélas, lui aussi, l'horreur judiciaire, ne me démentira pas. Robert Badinter, c'était l'affaire Buffet-Bontemps. Oui. Et l'un des deux, je crois que c'était Bontemps, avait été complice, il n'avait pas tué. Non, il n'a jamais versé le sang de sa vie. Et il a été Et Philippe décapité. Lemaire et moi, nous l'avons en effet accompagné jusqu'à la guillotine. Et on a là, dans la cour de la santé, exécuté un homme qui, lui, n'avait jamais versé le sang. Je tiens d'ailleurs, à cette occasion, Paul a très bien parlé de ce que ça représente pour un avocat, je ne dirai rien en ce qui me concerne, mais je tiens à saluer la mémoire de Philippe Lemaire, grand avocat, grand homme de cœur, et je le dis ici, au moment suprême, celui qu'évoquait Paul, il a enveloppé, bercé, entouré, oui, materné, Bontemps, de telle façon qu'il puisse aller jusqu'au terme sans jamais ressentir cette espèce de solitude en plus. Il a été admirable, je l'ai toujours dit, maintenant qu'il est mort, il y a quelques semaines de cela, je tenais à rappeler son nom, sa mémoire et la reconnaissance que nous lui avons. Je joins mon affection et mon souvenir au tien. Philippe était un grand avocat et un homme qui a jusqu'au bout accompli son devoir. On peut lui tirer le chapeau, vraiment. Un mot encore, Robert Badinter. Dans votre discours à l'Assemblée du 17 septembre 1981, vous avez évoqué l'affaire Ranucci. Et vous avez dit qu'il n'aurait pas dû être exécuté. Et alors pourquoi il est? Non, j'avais rappelé d'abord que nul ne pouvait à ce jour dire, et c'était en 81, s'il était coupable ou innocent. Deuxièmement, qu'il n'avait jamais eu affaire à justice. Et troisièmement, qu'il avait 22 ans et qu'on l'a exécuté. Et pourquoi l'a-t-on exécuté? À cause du crime de Patrick Henry. Dont vous étiez le défenseur. Dont j'étais le défenseur, et à cause de ce que ça avait suscité dans l'opinion publique. De la même façon, Jean-Pierre Elkabbach, qu'à l'inverse, c'est l'exécution de Ranucci qui, avec le témoignage de Mme Ranucci par une lettre, a joué un rôle certain pour sauver la tête de Patrick Henry.
Et quand vous défendez, vous sauvez Patrick Henry, par exemple, est-ce que vous avez de la sympathie pour lui? Aucune. Aucune. Moi, le procès Patrick Henry, c'était le procès de la peine de mort. Entre la peine de mort et moi, j'en avais fait le serment en quittant la santé le matin de l'exécution de bon temps. Je me dis, tant que je vivrai, je combattrai cette justice qui tue. Et voilà, c'était cela ma cause. Je ne suis plus le même homme depuis cette nuit tragique ou ce petit matin tragique. Et tant que j'aurai un souffle, je combattrai, je mettrai à mort avec le peu de force qui me reste, je mettrai à mort la peine de mort si je le peux. Et pas seulement en France pour elle est abolie, mais partout, partout. Partout. Partout, parce qu'elle est pratiquée, Non, on en parlera tout à l'heure. Aujourd'hui, je vous disais tout à l'heure que 58 pays ne l'ont pas abolie et qu'en 1900, je crois que c'était, pardonnez-moi, c'était l'année dernière, il y a eu encore plus de 500 exécutions, sans compter l'Iran et sans compter la Chine. C'est vous qui avez écrit « Tant que la peine de mort existera, toute l'eau des océans ne suffira pas à laver la honte des hommes. » Vous l'avez échappé belle. Et je pense que la situation des avocats n'est guère enviable, celle de leurs clients non plus, bien sûr, mais ça... Non, votre client, malheureusement, enfin, il part et ça s'arrête. Je pense que les avocats gardent cette blessure en eux toute leur vie, et c'est d'ailleurs ce que vous dites. En revanche, pour ma part, il y avait deux catégories de personnes qui étaient susceptibles de venir à mon exécution. C'était mes avocats et l'aumônier de Fresnes. Je ne crois pas du tout en Dieu, mais j'avais énormément sympathisé avec l'aumônier. Et j'avais demandé à mes avocats de ne pas venir à mon exécution. Je leur avais dit, si vous voulez venir, je ne vous en voudrais pas et je vous comprendrai. En revanche, je ne souhaite pas que vous veniez parce que je ne veux pas vous rendre complice de mon exécution. Je ne dis pas que vous êtes complice quand vous y assistez. Je m'étais dit, mais c'est inacceptable de demander ça. C'est-à-dire que vous aviez intégré l'idée que vous pouviez être décapité. J'en étais certain. C'était... L'élection de François Mitterrand, pardon, je n'y pensais même pas, tellement elle était loin, elle était inaccessible au moment où je suis condamné. Tout a été fait pour que je parte très vite avant l'exécution, et les socialistes, la presse socialiste, tenait des articles prêts, vous me l'aviez dit, pour sortir dès que ma cassation aurait été rejetée, pour faire peser une pression sur le pouvoir qui empêche une exécution. Et la raison, et mes avocats, je leur avais dit, je préfère, quand on vous dit que je vais être exécuté, je préfère que dehors, vous convoquiez des gens, vous vous battiez, vous faisiez du bruit, puisque ce n'est pas dans les mœurs. En fait, on demande à un avocat de venir à l'exécution et de garder le silence, de ne pas en parler tout de suite. Et ça, je me disais, non, je ne veux pas de ce rôle-là pour eux. En revanche, l'aumônier, je lui avais dit, toi, viens, si tu veux venir. Si tu veux pas, tu viens pas. Et si tu veux venir, viens. Comme ça, c'est vrai que j'aurai un témoin. Excusez-moi, mais on s'accroche à ce que l'on peut quand on attend la mort. Et je me disais, je ne veux pas qu'on dise que je me suis roulé par terre, sauf si c'est vrai, si je me roulais par terre, puisque ça peut arriver. Vous prépariez à ne pas avoir peur. Mais est-ce qu'il est vrai que le médecin de Fresnes a tout fait pour vous maintenir en vie et que vous avez dit un condamné à mort, il doit vivre jusqu'au bout pour aller à l'échafaud? Oui, puisque je faisais une grève de la faim et de la soif. Et au début, ils ont cru que c'était une simulation. Je ne vois pas quel intérêt j'aurais eu. Et ils se sont rendus compte que j'étais en mauvaise santé. Donc le médecin est venu, on m'a obligé à recevoir un traitement, et là, le médecin m'a dit cela. Philippe Maurice, vous avez été arrêté en 1977, condamné à mort en 1981. Il faut un peu rappeler, sans nous attarder sur les faits, vous avez tué 2 policiers. Alors, arrêté en 1977 pour une autre affaire. Je suis sorti en permission en 1979. J'ai été arrêté en décembre 1979 et condamné à mort de façon très rapide. Je crois que tout juriste pouvait être surpris de cette rapidité d'un procès d'assises, condamné à mort moins de 10 mois après, en octobre 80. Mais est-ce que les condamnés à mort que vous avez accompagnés jusqu'au dernier moment, et vous qui pouviez l'être,
quelquefois vous vous souvenez des victimes et des actes criminels. Parce que ceux qui nous écoutent se disent il y avait les victimes, c'est pas pour rien. Est-ce que vous y pensiez? Mais bien sûr, c'est une évidence. Il y a 10 ans de cela, quand j'ai sorti un livre sur cette... De la haine à la vie. Voilà, et peut-être vous en souvenez, Philippe, vous étiez venu dans les premières émissions de Bibliothèque Médicis. Mais vous n'aviez pas... Un journaliste avait été très tenace s'il aurait voulu que je dise certaines choses dans son journal. Je considère qu'il y a une pudeur à avoir, il y a des choses qu'on n'a pas à dire à d'autres personnes que celles qui sont concernées. Et en fait, il me semble évident quand même, quand on commet une erreur dramatique, que l'on pense à des personnes qui ont souffert. Ça me semble évident. Puis ça a duré en France longtemps, trop longtemps, jusqu'à cette émission historique Carte sur table du 16 mars 1981, où le candidat François Mitterrand intervenait alors que, selon les sondages presque de la semaine et du jour, les Français ne voulaient pas entendre parler de la fin de la guillotine. On va entendre ce moment de l'émission. Pas plus sur cette question que sur les autres, je ne cacherai ma pensée. Et je n'ai pas du tout l'intention de mener ce combat à la face du pays en faisant semblant d'être ce que je ne suis pas. Dans ma conscience profonde, qui rejoint celle des églises, l'Église catholique, les églises réformées, la religion juive, la totalité des grandes associations humanitaires, internationales et nationales. Dans ma conscience, dans le fort de ma conscience, je suis contre la peine de mort. Et je n'ai pas besoin de lire les sondages qui disent le contraire. Une opinion majoritaire est pour la peine de mort. Eh bien moi, je suis candidat à la présidence de la République et je demande une majorité de suffrages aux Français, mais je ne la demande pas dans le secret de ma pensée. Je dis ce que je pense, ce à quoi j'adhère, ce à quoi je crois, ce à quoi se rattachent mes adhésions spirituelles, ma croyance, mon souci de la civilisation. Je ne suis pas favorable à la peine de mort. Donc vous le gracieriez? Je ferai ce que j'aurai à faire dans le cadre d'une loi que j'estime excessive, c'est-à-dire régalienne, un pouvoir excessif donné à un seul homme, disposer de la vie d'un autre, mais ma disposition est celle d'un homme qui ne ferait pas procéder à des exécutions capitales. C'était le 16 mars 1981. C'était des questions improvisées par Alain Duhamel et moi. Nous les avions préparées, mais François Mitterrand ignorait totalement qu'on allait lui poser, d'après ce que nous savons. Et c'était où ça a été jugé comme un acte de courage. C'est vrai qu'il était peut-être allé trop loin et que certains, peut-être vous, vous avez dit il est perdu. Mais non, mais c'est pas comme ça que les choses se sont passées, vu du côté de François Mitterrand. Je suis quand même là pour le rappeler. Je ne sais pas si vous, Alain Duhamel, avec lequel je m'étais entretenu, mais j'avais téléphoné à Mitterrand le matin même de l'émission et je lui ai dit, l'accompagnant aux émissions, préparez-vous. Je ne l'appelais pas président à ce moment-là, préparez-vous. La question à venir, mais non, Robert, mais c'est ridicule, c'est vos obsessions, ça n'intéresse pas les Français. Ce qui compte, c'est le chômage, c'est la situation économique, la peine de mort. Et, entendant cela, je me suis dit, bien, j'ai préparé dans la journée un argumentaire, mais très simple. Les citations, en effet, des églises, des grands penseurs, des associations humanitaires, et bien entendu, de Jean Jaurès, Victor Hugo et Camus, mais surtout de Jaurès. Et je suis allé à une bière, il était 4 heures de l'après-midi, j'ai demandé à ce secrétaire où est le dossier, il m'a répondu il est là, je savais qu'il le feuilleterait en allant à l'émission, je l'ai ouvert et j'ai posé dessus, en le refermant ensuite, ces citations qu'on retrouve là. Donc ne disons pas qu'il n'y était pas préparé, il savait, je lui avais dit que ça viendrait, vous aviez posé la question à d'autres avant lui, et j'en étais convaincu. Donc, mais vous étiez chez vous ce soir-là. Ah oui, je n'ai pas voulu y aller. Oui. Je voulais voir comment tous les dirigeants socialistes qui allaient devenir les ministres de la Mitterrandie assistaient sur le plateau à l'émission. Ils n'avaient pas particulièrement apprécié qu'avec Alain, on me pose la question. Mais si on est au moment des confidences, 5 ans après, un 16 mars 86, François Mitterrand m'a invité à déjeuner. Je ne savais pas pourquoi. Et il me demandait si je me souvenais de la date.
Fillon. Elle me dit c'est une date anniversaire. Il n'est pas impossible que ce jour-là, j'ai gagné l'élection présidentielle, alors que tout le monde attendait le contraire. Paul Lombard. Je tiens à le dire, je considère que c'est probablement l'acte de courage politique le plus remarquable des dernières décennies. Parce que rappelez-vous les sondages, rappelez-vous l'hostilité, rappelez-vous que c'était sa dernière chance et qu'il s'engageait. On ne réécrit pas l'histoire, cher Robert Badinter. Mais on la rappelle. Oui, mais si la question n'avait pas été posée dans l'émission, si on avait oublié, et si on avait presque obligé le candidat qui allait devenir président à se prononcer, est-ce que vous auriez pu faire votre discours ici? Je ne sais pas. J'ai toujours dit que vous et Alain Duhamel, vous aviez joué dans cette histoire un rôle important et peu connu. Mais ce qui compte, c'est la réaction de Mitterrand. Ce qui compte, c'est le défi à l'opinion publique. Et c'est l'histoire. Paul Lombard. Moi, je trouve que la prise de position de François Mitterrand dans un contexte dont il faut se souvenir. Plus de 60% des Français étaient partisans de la peine de mort, 62% exactement, si mes souvenirs sont exacts. Alors que lorsque l'on sait que les élections présidentielles en France se gagnent ou se perdent dans une poignée de voix, je trouve que cet acte de courage politique et de courage tout court est peut-être le plus remarquable, ou un des plus remarquables de l'histoire de la Ve République. J'ai comme l'impression que des candidats, il y a quelque temps, et les prochains candidats doivent se chercher quelque chose d'aussi fort comme une rupture avec ce que pense la majorité des Français pour montrer, à la manière de Mitterrand, un acte de courage. Ce qui prouve que le divorce entre l'opinion publique et le courage peut être considérable. Et François Mitterrand donnait un exemple inoubliable. Et ça dépend du caractère de celui qui est en cause. Un pays qui est abolitionniste, c'est un pays de liberté. La Chine ne l'est pas. L'Iran ne l'est pas. Il y a à peu près 3 pendaisons par jour. L'Amérique ne l'est pas. 52 exécutions en 2009. Non, je vais être plus précis pour l'Amérique, il a raison Paul de rappeler. Le mouvement vers l'abolition aux États-Unis, je dirais comme ailleurs dans toutes les démocraties. Il avance lentement. Il avance plus rapidement qu'on ne le mesure ici, constamment, et à mes yeux, l'abolition aux États-Unis, elle est proche. Il suffit de regarder à cet égard non seulement la courbe des exécutions, mais les décisions rendues par la Cour suprême, et beaucoup plus important. Oui. Comme le rappelait Paul, c'est une question de législation d'État. Vous avez eu dans les dernières années 4 États, et dont 3 très importants, je cite New York, l'Illinois, le New Jersey, qui ont aboli la peine de mort. C'est dans ce sens que va l'histoire irréversiblement. Ça, c'est l'optimiste. Non, ce n'est pas l'optimiste. Est-ce que vous dites qu'aucun acte... C'est une vérité historique. Vous savez, je le dis ici clairement, il existe une convention universelle qui date immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, celle qui interdit le recours à la torture, bien entendu en justice. Elle est universelle, elle a été signée par tous les États. Abu Ghraib, Guantanamo, tout ça. Oui, mais ça, ce sont des délits commis par des agents de l'État, mais dans les législations. Ce sont des délits. À Guantanamo, ce qui se passe, ce n'est pas seulement la honte des États-Unis, c'est la violation du droit. Je dis que la torture a disparu de la justice de tous les pays, officiellement, et qu'il en ira de même pour la peine de mort, qui n'est jamais, après tout, la pire des tortures. Vous l'avez dit officiellement. Souhaitons, Robert, que tu sois entendu. Paul Lombard, est-ce que vous dites qu'aucun acte ne justifie une exécution capitale? Victor Hugo, en 1851, lorsqu'il plaidait pour son fils Charles, a dit qu'on ne transigeait pas avec la peine de mort, qu'il ne faut pas qu'il y ait la moindre exception. Si vous commencez par dire tel acte est plus ignoble que tel autre, vous n'en sortirez jamais. Les crimes sadiques des enfants. Le problème n'est plus là. Le problème est simple. La peine de mort doit être abolie, quel que soit le degré de culpabilité de celui qui vient rendre des comptes. Même les tyrans, déchus ou pas? Je vous dis qu'il n'y a aucune exception. Même les tyrans déchus, même ceux qui tuent les femmes, même ceux qui tuent les enfants, le problème n'est plus là. Le problème est, nous sommes, nous, avocats, à fond contre le crime, mais nous pensons que la peine de mort, bien loin de dissuader les criminels, est au contraire, comment pourrais-je vous dire, criminogène. Ouais. Mais Jean-Michel Cavage, moi je tiens à le dire, c'est trop important que je le laisse passer. Comment vous dites les pires tyrans? Mais regardez ce qui s'est passé dans les dernières années. On a institué, heureusement,
des juridictions pénales internationales. La Cour pénale internationale à La Haye. Vous regardez le statut de Rome. Qu'est-ce que dit le statut de Rome? Il refuse la peine de mort. Il n'y a pas eu vous m'entendez, une juridiction internationale. Mais là encore, d'abord on vous retrouve avec la même... Non, laissez-moi finir parce que je tiens à le dire ici. Non, je tiens à le dire. Jean-Pierre, vous permettez. Je tiens à dire que le traité qui a créé la Cour pénale internationale et tous les autres traités qui ont créé des juridictions pénales pour les pires criminels contre l'humanité interdisent le recours à la peine de mort. Je vous rappelle que toutes les déclarations internationales vont dans le même sens. Je vous rappelle, Jean-Pierre Elkabbach, que dans l'Union européenne, il existe une charte des droits fondamentaux et que cette charte des droits fondamentaux dit ceci: nul ne saurait être condamné à mort ni exécuté. C'est ça la conscience universelle. Alors, c'est pas autre chose. mais on est d'accord. Ici, on fait ça à la fois cette émission dans la bibliothèque, mais ici c'est avec vous. Mais pour l'opinion, Moubarak, on ne le condamne pas à mort. Comme son peuple, et peut-être, enfin une partie de son peuple et des dirigeants trouillards sont en train peut-être de le faire. Kadhafi, est-ce que vous le condamnez à mort? Vous avez été parmi. Vous avez été parmi. Non, pas vous. Qu'est-ce que vous en faites? Vous avez protesté contre l'exécution et la pendaison de Saddam Hussein. On s'en souvient, vous êtes un des rares. Absolument. Sa place était à perpétuité en cellule. Oui. Il faut savoir quelle civilisation nous sommes. Ben Laden, et nous savons. Ben Laden aussi. Je vous rappelle, que je sache, Ben Laden n'a pas été jugé. Non, que je sache, au cours d'une opération, je ne sais pas, j'ignore les détails de l'exécution militaire de cette opération. Mais ce que je sais, ce qu'il faut rappeler ici, vous évoquiez, Paul Pessimiste évoquait, je le rappelle, 100 États de plus sont abolis. Mais ce n'est pas seulement ça. Les conventions internationales, elles vont toutes dans ce sens. Vous n'avez pas de retour vers la peine de mort dans les États qui ont aboli. Pas un. Et croyez-moi, si la peine de mort servait à quelque chose, s'agissant des États démocratiques, et je pense aux États européens, vous croyez que les gouvernements, si on avait constaté une recrudescence de la criminalité sanglante, n'auraient pas rétabli la peine de mort? Vous croyez qu'ils iraient jusqu'à ce degré de vertu? Certainement pas. En vérité, c'est parce que tout démontre, l'expérience aujourd'hui de 50 ans, que la peine de mort, comme nous l'avions toujours dit, est inutile pour lutter contre la criminalité sanglante. Elle n'est que l'expression... Quand on s'en débarrasse, elle ne revient plus. Regardez l'histoire des 50 dernières années. Attendez, il faut quand même qu'une peine ait une certaine utilité sociale. Si la peine de mort avait dissuadé les criminels, est-ce que vous ne croyez pas qu'on le serait depuis qu'elle est appliquée tout le long des siècles? Est-ce que vous croyez qu'on ne saurait pas que dans la mesure où on met à mort les criminels, les pires criminels, on évite la cascade des crimes? C'est absurde. La géographie aussi nous interdit ceci. En Amérique, est-ce que les États abolitionnistes voient moins de crimes que ceux qui ne le sont pas, ou plus de crimes que ceux qui ne le sont pas? Absolument pas. Il y a une sorte d'égalité. Alors, est-ce que vous ne croyez pas que la question que vous posiez tout à l'heure doit être éliminée d'une manière définitive? Ou vous êtes contre la peine de mort, ou vous êtes... Et avec satisfaction. Ou vous êtes pour la peine de mort. Mais c'est fini. Mais je rappelle d'ailleurs qu'en France, dans la Constitution, à l'initiative, il faut le rappeler, de Jacques Chirac, aujourd'hui est inscrit dans la Constitution la mention « nul ne saurait être condamné à mort et exécuté ». La même chose que la formule de la Charte des droits fondamentaux dans l'Union. Immuable. Donc les verrous sont posés. Je crois qu'il ne faut plus remettre la question en place. Bon, Philippe, en fait, je suis le moins bien placé pour dire ce que je vais dire, car j'aurais préféré l'autorité philosophique et morale de nos deux intervenants, voire de la troisième. Mais la raison pour laquelle on condamne à mort un homme, c'est parce qu'il a trouvé une bonne raison de tuer quelqu'un. Or, cela veut dire, si l'on applique la peine de mort, qu'il y a de bonnes raisons de tuer quelqu'un. Je pense que la véritable raison pour laquelle la peine de mort doit être abolie, doit disparaître, et pour laquelle elle disparaîtra, j'en suis convaincu aussi, c'est qu'il n'y a jamais la moindre bonne raison de tuer quelqu'un, que ça soit de la part d'un criminel, donc quelqu'un hors la loi, ou de la part de la justice qui, dans ces cas-là, devient criminel. Et à mon sens, la peine de mort est un crime contre l'être humain,
au même titre que la torture, au même titre que l'esclavage, et c'est la raison pour laquelle je suis aussi convaincu que cette peine va disparaître, c'est inéluctable. Cela n'empêchera pas que des gens continuent à torturer dans l'ombre d'une cellule, que des gens de l'autorité abattront quelqu'un dans la rue de façon peut-être inutile, et en tout cas illégale, mais on aura condamné le fait de tuer un homme. Et on ne doit jamais tuer un homme, quel qu'il soit. Et je suis d'accord avec vous, Maître Badinter, c'est bien que vous le disiez, les vous, dictateurs, aussi de la place non, mais les dictateurs, avez. ce n'est pas important de les tuer. Quelle importance? Ce qui compte, c'est de les neutraliser. Maintenant, on comprend les victimes des dictateurs qui souhaitent de la vengeance. Mais ça ne sert à rien, c'est salir les gens. Alors, quand François Mitterrand s'est installé à l'Élysée, il maintient cette obsession et en même temps sa promesse de l'abolir. Il a un Premier ministre de la Justice qui ne reste pas longtemps. Vous arrivez, vous prenez le dossier en main. Qu'est-ce que vous vous dites avant le discours à l'Assemblée avec Mitterrand, tous les deux? D'abord, je rappellerai qu'après l'élection de François Mitterrand et jusqu'à la fin du mois de juin, il y a eu 3 condamnations à mort. Important. Ah, bon. Qu'est-ce que vous vous dites tous les deux? Très simple. Il vous dit... je lui ai demandé une audience particulière. C'est le garde des Sceaux qui demandait audience au président de la République. Ce n'était plus un ami qui allait voir un ami. Et je lui ai dit, écoutez, les choses sont telles. Nous sommes dans une situation où, à la rentrée judiciaire, à partir d'octobre, vous aurez un déferlement de condamnations à mort. Pourquoi? Je dis, regardez ce qui est advenu, parce que les jurés seront dans la situation où ils pourront prononcer une condamnation à mort, sachant qu'ils n'en porteront pas la responsabilité, puisque c'est vous qui gracierez. Évidemment, nos adversaires politiques diront, vous voyez, l'attachement des Français à la peine de mort est si fort que depuis l'élection de François Mitterrand, on n'a jamais eu autant de condamnations à mort. Et l'abolition sera rendue d'autant plus difficilement. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit? Et j'ai ajouté, je tiens à dire, que moi, je ne pouvais pas accepter d'être le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, d'une justice qui tue. Et que par conséquent, ce qu'il fallait, c'était une session extraordinaire avant la rentrée. Et à cet instant-là, il a dit, tu es sensible à l'argument politique, il a eu un demi-sourire, il m'a dit, je crois que vous avez, et peut-être a-t-il dit pour une fois politiquement raison, en effet, nous aurons une session extraordinaire pour rappeler la votre rôle. Mais vous ne m'avez pas dit tout à l'heure, vous n'avez pas répondu. En septembre. Et c'est ce qui s'est passé. À quel moment est venue cette conviction chez vous? Ce n'était pas l'exécution ou d'avoir assisté à la guillotine de Bontemps et Buffet. D'où c'est parti? De la guerre, des camps, sans nous attarder. Mais retour en arrière. Mes premiers écrits contre la peine de mort, curieux, le Figaro littéraire, demande de Michel Droit, c'était en 1969. J'ai toujours été un adversaire de la peine de mort. Intellectuellement, pour des raisons familiales, je n'ai pas besoin. C'est ça-ci qu'on me concerne. C'est ça qu'il faut savoir. C'est ça qu'il faut savoir. Écoutez, ce qui a transformé l'adversaire intellectuel, comme tant d'autres, de la peine de mort, en un militant, je le dis clairement, passionné de la cause de l'abolition, c'est évidemment l'exécution de Bontemps. C'est à ce moment-là, et en sortant, je vous l'ai dit, que je suis cette justice-là, jamais. Mais ça a cheminé depuis longtemps. Depuis, ça a continué. Depuis longtemps, avant. Et pourquoi? Pourquoi ce mur? Mais en quoi ceci regarde? Mais ça m'intéresse. Fort bien. Je vous répète, j'étais contre. C'est pas seulement la lecture de Camus, de Jaurès et de Victor Hugo. Paul Lombard. Vous savez, Il y a des blocages. J'ai fait mes premières armes au barreau. Des blocages, ça s'appelle des secrets, ça s'appelle des silences. J'ai dit que j'ai fait mes premières armes au barreau sous un homme que tu as parfaitement connu qui s'appelait Émile Pollack. Eh oui, grand abolitionniste. Et Émile Pollack était, à une époque où c'était, croyez-moi, difficile, était un adversaire réductible de la peine de mort. Cet homme, toute sa vie, a combattu la peine de mort et m'a dit, avant de mourir, que je devais continuer son combat. Je me suis efforcé de le faire. C'est tout ce que j'ai à dire. Chacun de nous pourrait se souvenir de votre première phrase à l'Assemblée nationale. Vous vous souvenez, vous? Oh, très bien. Oui. Attendez, vous avez opiné du chef, comme on dit. Oui, et ce dont je me souviens, enfin, pas personnellement évidemment, mais en ayant vu la vidéo de ce discours, c'est le salut à Camus qui m'a surpris parce qu'il y a assez peu de gens. Elle est obsédée par Camus. Hein. Peut-être. On va y revenir. Hugo est nous très aussi, important aussi, Hugo, il y a beaucoup Camus, de personnages. Flora Tristan, je répète, etc. Mais sa phrase, qui s'en souvient?
Un petit peu, non? Eh ben, on va l'écouter. C'est une phrase historique. La voici. Anne-Marie Moreau, Philippe Lallemand. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, j'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Le choix qui s'offre à vous, en cet instant, à vos consciences, car vous allez vous prononcer, ce choix est clair. Où notre société refuse une justice qui tue et elle accepte d'assumer, au nom de ses valeurs fondamentales, celles qui l'ont faite grande et respectée entre toutes, la vie de celui qui fait horreur, dément ou criminel, ou les deux à la fois. Et c'est le choix de l'abolition. Où elle croit, cette société, faire disparaître, en dépit de l'expérience des siècles, le crime avec le criminel. Et c'est l'élimination. Cette justice d'élimination, cette justice d'angoisse et de mort, décidée avec sa marge de hasard, nous la refusons. Nous la refusons parce qu'elle est pour nous l'anti-justice, parce qu'elle est la passion et la peur, triomphant de la raison et de l'humanité. Demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue. Demain, grâce à vous, il n'y aura plus, pour notre honte commune, des exécutions furtives à l'aube, sous le dais noir, dans les prisons françaises. Demain, les pages sanglantes de notre justice seront tournées. Demain, c'est l'abolition. Législateur français, de tout mon cœur, je vous remercie. Voilà, votre émotion est palpable. Le tremblement aussi qui dépasse le simple exercice oratoire. 30 ans après, comment vous vous regardez là? Écoutez, c'est un grand moment dans une vie d'homme. Très rares sont ceux qui ont le privilège, quand ils ont beaucoup lutté avec d'autres pour le triomphe d'une cause dont ils sont convaincus qu'elle est juste, de la mener à la victoire au dernier moment. Le Badinter d'aujourd'hui, 30 ans après, comment il regarde le Robert Badinter de 81? Je le regarde en me disant, il a dit ce qu'il fallait ce jour-là, mais vous savez, là je regarde Paul, tout ce que vous dites devant une assemblée, quelle que soit la passion qui vous anime, c'est sans rapport avec affronter jadis la peine de mort dans le prétoire, parce qu'elle était là, présente, vivante, et qu'il s'agissait de la vie d'un homme, derrière vous, de la vie d'un homme, pas seulement d'une mesure essentielle, de la vie d'un homme dont vous suiviez à la fois les résultats des élections dans votre cellule. Vous aviez entendu ce discours en direct à ce moment-là? Non, puisque je n'avais pas la télé. En revanche, je savais que ça allait avoir lieu. Donc, je crois que c'était ma grande préoccupation, même si à l'époque, j'étais déjà sorti du quartier des condamnés à mort depuis plusieurs mois. Hein. Mais c'était... Quand je t'écoute, je me dis que non seulement tu as rendu service à l'humanité tout entière, mais encore grâce à toi, un avocat rentre dans l'histoire. C'est formidable. Merci. Vous allez faire rougir. Rappelons que c'est dû à la volonté politique de François Mitterrand, lui-même avocat, comme je l'ai rappelé. Et alors, quelques temps après, vous alliez recommencer Robert Badinter au Sénat, et à votre grande surprise, à la grande surprise de beaucoup de gens, les sénateurs ont voté facilement et ont adopté la fin de la guillotine. Et c'était en réalité pas un débat entre la gauche et la droite, parce qu'on sentait bien qu'il y avait liberté de vote. Liberté de vote, mais en même temps, il y avait les abolitionnistes de part et d'autre. C'était un choix politique, un choix
morale. François Mitterrand, Robert Badinter, quelques-uns, soutenus d'ailleurs par les églises catholiques, les réformés, par les grands rabbins, mettaient un point final pour la France, à des dizaines d'années de discussions et de combats auxquels vous aviez participé. Bien sûr. Ève Morisi, vous parlez de Camus. Camus, d'abord, je dois dire que vous avez fait une thèse de doctorat à la Sorbonne, l'université américaine de Princeton. Elle porte sur le combat d'Albert Camus. Elle porte sur les œuvres littéraires de Hugo, Baudelaire et Camus sur la peine de mort. D'accord. Et donc, c'est la démarche aussi d'Albert Camus depuis L'étranger jusqu'au premier homme, on peut dire, de tout ce qu'on a retrouvé. C'est l'absurde, c'est la défense de la vie humaine en permanence. Donnez-moi quelques exemples de ce que vous y allez noter en égrenant au fur et à mesure de vos lectures. Ça commence par L'étranger. Non, ça commence dès le parcours de lycéen de Camus. Le premier texte qu'il écrit est intitulé Le dernier jour d'un mort-né. C'est une sorte de clin d'œil au dernier jour d'un condamné de Victor Hugo qu'il a lu et auquel on devine qu'il a été sensible. Et puis, je crois que la première citation importante, elle apparaît dans L'envers et l'endroit, donc en 1937, si je ne fais pas d'erreur. Et il dit qu'on ne nous dise pas du condamné à mort, il va payer sa dette à la société, mais on va lui couper le cou. Ça n'a l'air de rien, mais ça fait une petite différence. Et cette sensibilité de Camus au langage et à la responsabilité que porte la langue et la représentation linguistique de la peine de mort dans son rejet ou dans son acceptation, ensuite va traverser toute son œuvre, donc L'étranger, vous l'avez dit, Présent dans la peste également, Le premier homme, et puis à titre privé, des interventions nombreuses dans le contexte de l'Espagne franquiste, les suites de et après la guerre civile grecque. on a puni les coupables de collaboration. Oui. Camus va jusqu'à signer une pétition pour demander au général de Gaulle, via les avocats, la grâce de Robert Brasillac, qui sera finalement exécuté. Vous l'auriez signé aussi? Oui. Vous aussi, vous auriez signé? Évidemment. Bon. Si je peux me permettre de préciser un point, ce qui est intéressant, je pense, dans le cheminement d'Albert Camus, c'est que si la peine de mort le révulse profondément, au sortir de la guerre, donc à partir de mai 1944, il défend pendant quelques mois la politique d'épuration. On comprend qu'il a été écœuré par l'assassinat d'amis résistants. Et donc il a cette réaction, j'allais dire, une réaction assez violente. Il pense que l'épuration est justifiée pendant quelques mois. Une polémique l'oppose à ce sujet à François Mauriac. Et puis il se ressaisit, si j'ose dire, ayant ce dégoût profond pour la peine de mort. Et il écrit à Marcel Aimé, qui tente de le convaincre de participer au recours en grâce de Robert Brasillac. Il écrit que les arguments présentés par Marcel Aimé ne l'ont pas convaincu, mais que pourtant, la peine de mort étant fondamentalement révoltante, il signera ce recours en grâce. Vous vous rappelez qu'il écrit que quand il signe la pétition pour la grâce de Robert Brasillac, c'est non pour l'écrivain que je ne tiens pour rien, ni pour l'individu que je méprise de toutes mes forces. On ne cesse de reprocher à Camus d'être resté plutôt silencieux, ou en tout cas discret, pour ne pas dire passif, pendant la guerre d'Algérie. Et vous révélez qu'il est intervenu souvent, qu'il y a des lettres aux avocats des accusés algériens qui le prouveraient. Tout à fait. On s'entend souvent, ou on répète souvent que Albert Camus a été silencieux pendant la guerre d'Algérie, ou du moins après son appel à la trêve de 1956. Signé par le FLN, c'est-à-dire par l'organisation et la LN armée des Algériens en révolution. Oui. Donc malgré ce silence relatif, parce qu'il parle quand même de l'Algérie, par exemple, à l'occasion du prix Nobel, donc malgré ce silence relatif, son activisme est assez fervent et dès qu'il le peut, il défend les condamnés à mort algériens aux côtés d'avocats comme Yves de Chazelle ou Gisèle Halimi. Vous lisiez en prison? Oui. Dans vos différentes cellules? Oui, en fait, j'ai beaucoup lu. À une époque, je n'avais que ça à faire, donc je lisais jusqu'à 6-7 livres par semaine. Et j'expliquais à mademoiselle tout à l'heure que, n'étant pas très cultivé à la base, j'ai découvert toute une littérature classique un peu tardivement, et entre autres Camus à l'âge de 20 ans à peu près, je pense, avec L'étranger, bien sûr. Et vous avez compris que le salut allait passer par à la fois la culture,
Et en même temps, si vous aviez une chance de revenir, de vous faire réinsérer dans la société, c'était en apprenant, en travaillant. Mais il paraît que on avait mis beaucoup d'entraves à votre travail d'étudiant. Non, à vos premiers propos, pour moi, ce n'était pas une question de salut social, puisque il ne me venait pas vraiment à l'idée que je puisse un jour sortir par la porte. Il y avait à mon encontre, de façon justifiée ou pas, peu importe, beaucoup de vents contraires. Et donc, non, si j'ai étudié, c'est par équilibre mental, c'est par un salut mental, ne pas devenir fou en prison. Et en revanche, on m'a beaucoup gêné dans mes études, mais à l'époque où le ministère de la Justice, il y avait Robert Badinter, on m'a, au niveau des études, laissé, je ne sais pas si vous donniez des consignes, mais il y avait quelque chose qui venait du ministère et qui disait qu'il fallait laisser étudier. Ce n'est pas pour lui seulement, c'était pour tous. Non, mais c'est une politique pour voilà. tous. Mais les faits que j'ai rencontrés, voilà, je ne parlais pas de personnalisation. En décembre, vous soutenez une thèse de doctorat en histoire médiévale, vous avez enseigné à l'université de Tours, et qui vous a mis sur le chemin du Moyen-Âge et pas de l'histoire contemporaine. Pour l'anecdote. Alors, pour l'anecdote, en fait, des hasards, au début, je ne veux même pas faire d'histoire. J'adore l'histoire, mais l'histoire ne me semble pas être une discipline qui serve à quelque chose à part le plaisir. Je me suis rendu compte, bien entendu, en faisant de l'histoire, que dans l'histoire, c'est toute la société, c'est de la philosophie, c'est de la religion, c'est de la politique. L'histoire est globale, c'est sûrement une des rares sciences humaines qui soit aussi globale, à mon sens. Et alors le Moyen-Âge, le hasard de mes professeurs, à savoir au moment où il faut choisir une région, une époque, etc., c'était la maîtrise. Et à l'époque, j'étais très proche de deux historiens tourangeaux. Donc le choix s'est un peu fixé comme ça. Si j'avais été proche d'un contemporanéiste, j'aurais peut-être fait de l'histoire contemporaine, mais l'histoire contemporaine me faisait peur, entre guillemets, dans mon passé. J'étais quand même quelqu'un de très en colère et de très révolté, et je me rendais compte que si... L'histoire contemporaine, j'aurais été dans ma révolte. Si je m'étais intéressé à de la politique, quelque chose comme ça, à la justice, je m'intéresse à la justice au Moyen-Âge, je me serais mis en colère dans mes travaux. Le Moyen-Âge est tel que, ne croyant pas en Dieu, n'étant pas du tout royaliste et autres, je peux écrire sur les hommes d'église, sur les hommes de pouvoir, sans avoir de problème. Ça ne me pose pas de problème, puisque ces gens-là vivaient dans un monde totalement différent du nôtre, et on ne peut pas, je pense que l'on peut comme historien émettre un jugement moral sur Charles de Gaulle, sur Pompidou, sur d'autres, peu importe, mais en revanche on ne peut pas émettre de jugements moraux sur Louis XI ou Charles VIII. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Aujourd'hui, je suis chercheur au CNRS et enseignant à l'école de hautes études en sciences sociales. C'est l'abolition. Et quelquefois, il m'arrive de penser, quand je longe le mur de la santé, encore maintenant, à Bontemps, et je me dis, Bontemps, s'il avait été gracié, serait sorti depuis longtemps, il serait garagiste. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'irrécupérable. Voilà. Même, non, voilà. Hein, l'abolition, c'est voilà, ça. C'est le triomphe de la merci vie. d'être là. C'est la justice. Pour qui, elle, Bibliothèque accepte Médicis, la réinsertion. tous d'ailleurs, et vous qui représentez, oui, qui l'a symbolisé. Est-ce que le combat, vous l'avez dit, continue? Anne-Marie Moreau me rappelle que plus de 60% de la population mondiale vit dans un pays qui pratique la peine de mort. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Surtout en Asie. Oui. Surtout en Asie. Donc les Chines à elles seules, Ouais. il suffit à peser dans la balance. C'est pourquoi plus que jamais le combat continue, et plus que jamais, je pense à la phrase de Victor Hugo, quand il s'adresse à son fils, il lui dit « ne transige jamais avec la peine de mort ». C'est, voyez, le message que je voudrais faire passer à la jeunesse. Aucune justice aujourd'hui n'est parfaite, aucune n'est complètement détachée du politique. Il y a encore des gens, des Français, d'autres qui sont dans des prisons qui ne risquent pas, j'espère, la peine de mort. Mais il y en a quelques-uns. Il faut
continuer comme vous le faites le combat. Et pour ça, qu'est-ce que vous faites? Vous parlez, vous allez dans les pays? La lutte pour l'abolition universelle, je vais dans les pays. Il existe une instance qui s'appelle la Commission internationale pour l'abolition universelle, qui a été créée en Espagne, qui regroupe un certain nombre de personnalités abolitionnistes. J'en fais partie. Nous représentons au gouvernement qui n'ont pas encore aboli la peine de mort pourquoi il faut abolir. Et quand il s'agit de lutter contre des exécutions annoncées, nous militons. Moi, je le fais partout. J'étais encore récemment en Biélorussie, le dernier et le seul État de toute l'Europe à recourir à la peine de mort. Pourquoi? Parce que c'est le dernier des États staliniens. Non, la lutte continue. C'est tout. Chaque fois qu'un Français ou une Française est menacé et qu'on fait appel à moi, j'estime que c'est mon devoir, le devoir au sujet duquel je ne peux transiger, d'aller essayer de sauver ce que certains considèrent bien à tort comme l'insauvable. Je me souviens du cas de Béatrice Sobin. Par exemple. Je n'ai pas voulu la nommer parce qu'elle est morte. Et chaque fois que je prononce... Elle n'a pas été exécutée. Bien sûr, et chaque fois que je prononce son libération. nom, je suis empreint d'une véritable émotion. J'ai pu la sauver dans une situation très difficile. Et je crois qu'aujourd'hui, plus personne ne conteste qu'elle était innocente. 30 ans après l'abolition de l'usage de la guillotine, vous dites bien que le combat continue. Pour quelles raisons? Des dictatures qui sont sans cesse menacées, qui donnent la mort si facilement, la Syrie, la Birmanie, l'Arabie saoudite, les mains, les bras, les têtes coupées en place publique, s'arrêteraient-elles de tuer? Mais le combat, comme vous dites, continue. Et ce n'est pas un rêve ou une vision idéale ou idéalisée de la justice. Non, pas du tout. Je prends la Chine. Je prends la Chine. Encore aujourd'hui, à cause de la population chinoise, en termes de nombre d'exécutés. Même en Chine, vous avez un mouvement abolitionniste qui grandit. Même en Chine, la Cour suprême aujourd'hui veille au contrôle des procédures et le nombre des exécutions a diminué. Même en Chine, on pense que dans un avenir prochain, on verra le problème, le vrai, c'est le problème des États islamistes. Parce que tous les arguments, tous ceux que nous utilisons et combien fondés contre la peine de mort, la réponse est toujours la même. C'est très bien, oui, vous avez raison, ça ne dissuade pas, bon, peut-être, vous avez raison, d'accord. En effet, la déclaration des droits de l'homme. Mais nous vivons selon la loi de Dieu. Et il est inscrit dans la charia qu'il y aura peine de mort pour tel crime. Alors nous ne faisons qu'appliquer la loi de Dieu. Ce qui fait que le mouvement abolitionniste, qui est réel, chez les États musulmans, il passe par nos amis musulmans. Et ils sont nombreux, les abolitionnistes musulmans, et je les connais. Et je leur dis toujours, c'est de vous, parce que notre influence à nous, à cet égard, elle est limitée. C'est-à-dire qu'il faut lutter Mais pour... le printemps arabe est pour moi le signe de l'aurore de l'abolition. Et c'est pour ça qu'il faut aussi encourager partout la laïcisation de ces sociétés-là, qu'elles soient plus laïques et que la place de la religion et de Dieu reste, j'ai envie de dire, à leur place. Et c'est à nos amis musulmans de prendre cette cause-là aussi en main, ce que bon nombre d'entre eux, croyez-moi, font déjà. Le combat continue, vous voyez, et je suis convaincu que nous finirons d'une manière générale par le gagner. L'équipe de Bibliothèque Médicis, Philippe Ladman, Marie Moreau, Rianne Jancourt, Céline Mevelec, Anna Markovitch, naturellement a tenu à marquer cet anniversaire avec vous. Je vous remercie d'avoir été là, parce que votre action et votre détermination ont rendu possible et exemplaire ce qui s'est passé. C'est un combat réussi et qui trouve sa place dans la grande histoire. Vous voulez dire un mot? Juste, en fait, les combats individuels ou associatifs, comme Ensemble contre la peine de mort, sont très importants au-delà de l'efficacité réelle pour ceux qui sont condamnés à mort. Car un homme qui est condamné à mort et qui attend de voir qu'il y a des gens qui disent non ailleurs, même si ça ne le sauve pas, pendant un bref moment, ça lui donne un peu d'air. Il aura peut-être un écho de ce que nous disons et ce que vous dites ici. Absolument. Comme un encouragement à la résistance et peut-être à leur libération prochaine. Merci à vous tous de votre fidélité. D'ailleurs, j'ai envie de dire, où que vous soyez, en France ou dans le monde, puisque nous avons en retour des échos. Merci encore une fois et à bientôt.